Et bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à cette séance du Forum d'échange clinique. C'est l'heure donc que je vous propose de ne pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire avec Cisco et donc de commencer cette présentation et discussion sur le thème du songwriting et de la musicothérapie assistée par ordinateur. Alors, s'il y a des problèmes de connexion, vous n'entendez pas, j'ai les commandes à ma gauche là, donc vous pouvez écrire ou vous manifester, n'hésitez pas. Il y aura peut-être des gens qui viendront en cours de route. Alors, ce forum d'aujourd'hui, je me disais que c'était l'occasion de présenter aussi le travail de Cisco au cours de ses jours, travail qu'il a déjà d'ailleurs réalisé aussi pendant tout un temps à l'ACACIA, et peut-être de façon plus générale aussi de présenter une approche musicothérapeutique qui a été développée par Cisco et Olivier Raboro, musicothérapeute au CRPS, qui ont tous deux travaillé sur ce thème dans le cadre de leur diplôme universitaire. Et je me disais aussi que je profiterai du forum pour saluer le travail de nos musicothérapeutes. Donc, il y a Alban Pilet, il y a Hélène Malfoy aussi, qui remplace pour l'instant Sophie Autret, qui va bientôt revenir à Rodez. Et puis aussi l'approche, je vais dire, musicale novatrice de Patrice, qui est là en face de moi, Patrice Boudou, puisqu'on a, voilà, il utilise la médiation musicale à l'UTM. Et je pense que c'est précieux de rappeler, de savoir que nous avons des professionnels qui sont appliqués dans qui sont impliqués plutôt dans cette approche musicothérapeutique au sein de l'établissement. Et j'espère que le forum va me donner envie aussi de faire appel davantage à eux en fonction du cours qui va. Alors, je fais une petite intro théorique. Et puis, avec Cisco, on prendra un chemin un peu plus pratique avec un cas clinique. Et j'ai pensé que c'était intéressant de commencer par vous redonner quelques définitions. Alors, je me suis dit, attention, les définitions, c'est toujours discutable et discuté, surtout dans le domaine de l'art-thérapie et de la musicothérapie, où il y a quand même une diversité d'écoles qui sont avec des positionnements parfois très, très fermes comme ça et engagés, pas toujours concordants. Donc, je vais utiliser des mots assez simples, et puis si tout le monde n'est pas d'accord, tant mieux, on pourra en discuter. Et commencer par vous dire que l'art-thérapie et la musicothérapie font partie de ce qu'on appelle plus généralement les thérapies à médiation. Et donc la thérapie à médiation, c'est une approche thérapeutique qui vise le traitement, c'est une thérapie, hein, donc le traitement, la résolution, l'apaisement des troubles psychiques par une voie indirecte qu'on appelle justement la médiation. La médiation, donc c'est une activité dans le cadre d'un atelier qui va permettre une autre forme d'élaboration psychique que celle qui est classiquement obtenue par la psychothérapie. Donc la médiation va soutenir l'expression, l'affirmation de soi, peut-être déjà une certaine forme de créativité, et par là permettre le redéploiement un petit peu de la vie psychique de la personne qui est entamée par la maladie. Et donc l'art-thérapie et la musicothérapie donc s'inscrivent dans ce contexte plus global de thérapie à médiation, mais de façon plus spécifique, l'art-thérapie et la musicothérapie vont utiliser donc à des fins thérapeutiques, on va dire là le potentiel artistique et la créativité artistique, et pour la musicothérapie donc le potentiel musical et donc la créativité musicale des personnes. Selon des modalités très diverses, hein, il y a beaucoup de pratiques différentes de la musicothérapie, donc Cisco vous en présentera une. Mais je trouvais intéressant quand même de rappeler quand même cette notion de thérapie à médiation pour aussi valoriser la médiation. C'est ce qu'on pratique dans tous nos hôpitaux de jour, nos CATTP. Euh, c'est pas juste de l'occupationnel, même si la dimension occupationnelle peut avoir de l'importance. C'est pas juste non plus simplement du plaisir, même si la dimension hédonique peut être un levier thérapeutique. C'est vraiment une thérapie qui utilise la stratégie du détour grâce à une activité. Alors, les musicothérapeutes sont, bien sûr, vous en doutez, convaincus de l'efficacité de leur pratique, mais quel est le niveau de preuve de cette efficacité? Et je peux juste vous informer quand même que la musicothérapie aujourd'hui se base sur un niveau de preuve qui est validé par un grand nombre d'études aujourd'hui, hein, des études comparatives, des essais randomisés, et ce qu'on appelle aussi des méta-analyses. Et les méta-analyses, c'est des approches, méthodes de recherche qui combinent et qui analysent un très grand nombre d'articles sur une même thématique. Donc, par exemple, là, sur le thème musicothérapie et schizophrénie, eh bien, il y a cette méta-analyse de Cochrane en 2017, je crois. Alors, c'est une méta-analyse réputée hein, pour sa rigueur d'investigation. Une méta-analyse qui montre que la musicothérapie, alors
en complément des soins standards, améliore avec un niveau de preuve intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai un bon niveau pour une méta-analyse, l'état psychique des patients atteints de schizophrénie. État psychique global, donc à la fois les symptômes, mais aussi le fonctionnement social et la qualité de vie. Autre méta-analyse plus récente de 2020, donc qui va dans le même sens et même au-delà, puisqu'il y a un peu plus grand nombre d'études dans cette méta-analyse. Et puis j'ai rajouté aussi, pour ceux que ça intéresse, une thèse très intéressante que nous avait présentée Johanna Lumazzi, qui était donc psychothérapeute au CPJ à Rhodes. Très intéressante parce qu'elle englobe à la fois une revue de littérature où il y a aussi des études qualitatives qui sont souvent très instructives aussi pour la musicothérapie, et puis un guide pour les cliniciens. Donc ça veut dire des recommandations qui disent au fond, mais quel type d'approche, selon quelle modalité, pour quelle cible thérapeutique. Parce que ce qui est intéressant en se référant à cette littérature, c'est pas simplement de se dire, bon ben voilà, la musicothérapie c'est efficace, c'est prouvé, c'est d'aller voir dans le détail aussi selon quelle modalité, quel type de pratique, le nombre de séances, quelle investigation des parts, bref, tout ce qui concerne un protocole dont on va justement parler Cisco. Concernant justement l'objectif thérapeutique, au CRPS, on s'était intéressé donc avec Cisco et Olivier à cet objectif, alors qui va au-delà, je pense, de la réduction des symptômes et de l'amélioration du fonctionnement des personnes, c'est le rétablissement personnel. Donc, je pense que l'objectif, c'est pas seulement et prioritairement peut-être la réduction des symptômes, c'est le rétablissement personnel, c'est-à-dire le rétablissement tel qu'il est considéré par les usagers eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le modèle CHIME, l'acronyme anglais, bien connu aujourd'hui, qui a été établi à partir d'un grand nombre d'études, qui a recueilli les témoignages des usagers de la psychiatrie ou ex-usagers de la psychiatrie, et qui disent que le rétablissement est lié à la présence de l'interaction de 5 facteurs: le lien social, le recouvrement de l'espoir, le recouvrement d'une identité positive, le sens de la vie et le pouvoir d'agir. Et je pense que c'est important d'avoir ces critères, on pourrait même dire ces valeurs et ces objectifs quand on suit des patients en psychiatrie. Et je crois aussi que toute approche thérapeutique non médicamenteuse qui se veut, enfin, qui revendique une certaine efficacité, devrait aussi se confronter justement à ces critères. Avant de céder la parole à Cisco, je vous présente ça aussi. C'est un schéma qu'on avait utilisé justement en réhabilitation pour illustrer les effets thérapeutiques du travail musicothérapeutique réalisé par Cisco et Olivier au CRPS. Donc vous allez voir que c'est un schéma qui déborde un petit peu le cadre strict de l'art-thérapie, dès qu'on l'a trouvé, enfin on l'a construit ensemble, et qui me semble intéressant. Alors, qui sort un petit peu du cadre de l'art-thérapie en effet, mais il y a quand même un niveau commun, une base commune, qui est le niveau de l'espace qu'on appelle l'espace transitionnel. Donc, sur un plan psychodynamique, l'espace transitionnel, c'est l'idée que, au fond, la maladie, la souffrance psychique, quelle que soit d'ailleurs la pathologie, eh bien, elle est par définition aliénante. Elle rétrécit l'univers psychique, elle entame la vitalité, elle entame aussi la représentation de soi, la représentation du monde. Et un espace de créativité avec un art thérapeute offre les conditions de possibilité, justement, de redéploiement de la vie psychique à travers une activité, une médiation, et en particulier une pratique artistique. Donc la personne qui participe à un atelier, de séance en séance, créer quelque chose, donc il y a une forme de création. Et vous le savez, dans toute pratique artistique ou même dans toute forme de création, on met toujours, on projette toujours, consciemment ou pas, une part de soi-même, une part d'intériorité, éventuellement une part d'intériorité problématique ou souffrance, qui va donc trouver dans cet espace transitionnel une voie d'expression, de projection et éventuellement de résolution et d'apaisement. Ça, c'est le principe actif de l'espace transitionnel et je pense que c'est valable pour l'art-thérapie et la musicothérapie en particulier. Et donc, à l'intérieur de cet espace transitionnel, bien sûr, il y a un effet clinique recherché, réduction des symptômes, les symptômes résiduels, et puis, c'est pas sous-estimer un effet procognitif, parce que durant cet atelier, eh bien, l'attention, la concentration, la mémoire, les fonctions exécutives sont sollicitées. N'oublions pas aussi que la musicothérapie et l'art-thérapie sollicitent beaucoup le corps et pas uniquement le psychisme. Donc ça, on en reparlera. Alors si on va au-delà de ce niveau strictement psychodynamique,
Mais en réhabilitation, mais je pense que ça concerne aussi d'autres domaines de la psychiatrie, on voit qu'il y a un effet positif sur la confiance en soi, l'identité positive, on revient à cette valeur du Chime, et puis avec un impact sur d'autres domaines de la vie, c'est ce qu'on appelle l'extension du pouvoir d'agir. Si l'atelier a une dimension collective, eh bien, il y a un travail sur la cognition sociale, il y a une émulation positive dans le groupe, il y a un sentiment d'appartenance au groupe. Et puis, si on sort du cadre strict de la pratique art thérapeutique et que la pratique devient une pratique artistique et partagée avec un public, là, on atteint un niveau plus social ou sociétal, c'est-à-dire que les patients, les personnes, les usagers participent à la vie culturelle de la cité. Et pourquoi pas, si la pratique artistique est engagée, ben, il peut y avoir un, comment dirais-je, un engagement dans un message de déstigmatisation de la psychiatrie, par exemple. Donc, vous voyez, par étage, on voit toute une série d'effets, de leviers thérapeutiques possibles avec cette approche musicothérapeutique de groupe et en particulier en réhabilitation. Mais on peut peut-être revenir maintenant à l'individuel et parler, Cisco, de ce que tu as fait, de ce que tu fais plus spécifiquement, alors dans le cadre du court séjour actuellement, mais que tu as pratiqué déjà depuis plusieurs années maintenant au CRPS. Je te cède la parole. Déjà, bonjour à tous. Je vais essayer d'expliciter deux protocoles qui ont été effectivement suivis et développés en collaboration en tout cas avec l'hôpital Sainte-Marie et plusieurs séjours et filières. Donc, d'un qui a été déposé à l'INPI, voilà, qui est le premier protocole qui a été développé depuis 5 ans. Alors, il est développé au sein de l'hôpital Sainte-Marie à Rodez, mais aussi on a travaillé voilà, avec Olivier Rabereau et l'Université de Toulouse, avec Jean-Luc Sudre, plus voilà, d'autres intervenants, Stéphane Scotto di Rinaldi, qui est un spécialiste en musicothérapie et qui est doctorant à l'Université de Jean Jaurès aussi. Alors, le premier protocole qui a été déposé se nomme le MAO2C, qui est un acronyme pour musicothérapie assistée par ordinateur et objet connecté. Alors, on a essayé de définir, en tout cas de développer une définition qui est, je vais vous la lire, la MAO2C peut être définie comme un ensemble de technologies numériques et connectées permettant la création, la manipulation et l'interaction musicale dans le cadre thérapeutique. Elle se distingue par l'utilisation d'interfaces numériques. Donc, quand je parle de numérique, c'est tout ce qui concerne en fait un laptop, donc un ordinateur, des séquenceurs, tout ce qu'on peut générer en fait avec un ordinateur. L'interaction en temps réel avec des objets connectés. On utilise cet ordinateur, on va pouvoir créer une réponse sensorielle avec ces objets connectés qui peuvent être des gilets haptiques ou des capteurs sensoriels de mouvement ou de toucher, et une personnalisation accrue de la thérapie facilitant l'engagement et la participation active du patient. Alors là, je reviens parce que c'est plus compliqué quand je parle d'une personnalisation accrue, c'est-à-dire que grâce à l'ordinateur, contrairement à une musicothérapie traditionnelle où on va utiliser en fait un instrumentarium, ce qu'on appelle analogique, hein, avec des instruments réels, l'ordinateur lui va générer en fait un instrumentarium qui va être virtuel. Si je prends un peu les concepts d'Édith Lecourt, qui est sur effectivement le bilan psychomusical, quand on rentre en relation avec le patient, on va aller chercher, et puis là aussi avec l'idée de Benezon sur l'identité sonore, on va aller chercher l'identité musicale sonore de la personne. On va essayer de se rapprocher de son univers, et effectivement, grâce à l'ordinateur, on peut aller chercher vraiment, être très pointilleux sur la création d'un environnement sonore, que ce soit au niveau de la musicothérapie active ou passive. C'est-à-dire que j'imagine, j'ai un patient qui est un fan de musique classique. Si on était sur un protocole de musicothérapie traditionnelle avec un instrumentarium, on peut avoir un orchestre à cordes. Et effectivement, grâce à l'ordinateur, par contre, et tout ce que j'ai à l'intérieur, ce qu'on appelle des VST, des simulations d'instruments, je peux créer très facilement un orchestre à cordes. Donc, sur les avantages thérapeutiques, c'est un accès facilité à la musique, y compris pour les patients sans formation musicale. Là, c'est pareil, j'ai créé un système, en fait, qui est en part de boucles, en fait, instrumentales, de musique, qui vont pouvoir se connecter et dans le rythme
et aussi dans la tonalité. Par exemple, je prends un orchestre à cordes, je veux un violon qui joue à 180 BPM, c'est le rythme qu'on donne à la musique, et je veux jouer en La, je vais pouvoir connecter sur un clavier. Alors, je vais peut-être, c'est ce qu'on appelle en fait des contrôleurs. Je vais pouvoir sur le contrôleur organiser tout un panel de séquences qui vont synchroniser les unes avec les autres. Et en fait, il n'y a pas besoin de pouvoir savoir jouer de la musique, il y a juste besoin de se concentrer. Et effectivement, et même au-delà des, s'il y a un problème en fait psychomoteur, je peux même avec les objets connectés, c'est-à-dire rien qu'au toucher, je touche une main, je vais pouvoir déclencher une séquence sonore. Je prends les épaules des patients, je vais pouvoir déclencher 2 séquences sonores. J'ai d'autres capteurs où je vais pouvoir connecter avec tout ce qui est vivant, en fait, qui fonctionne avec un système de l'eau, parce que le corps est constitué, en fait, d'eau. Donc, je vais prendre un légume, par exemple, et je vais dire, voilà, sur ce légume, quand je vais le toucher ou le caresser, je vais mettre un piano, une séquence de piano. Je vais prendre une carotte à côté, je vais pouvoir mettre une séquence de violon, et en fait, rien qu'au toucher, on peut créer une séquence musicale et en plus, avec ces objets connectés, s'il y a des problèmes au niveau cognitif et au niveau sensoriel, on a en plus tous les gilets qui sont connectés à la création. C'est-à-dire que dès que la personne va pouvoir toucher, en fait, soit le séquenceur, soit ces objets connectés, il va sentir la vibration, en fait, sur lui. Je vais pouvoir dire, par exemple, je veux que les aigus viennent taper les épaules, je veux que les graves soient dans le dos, je veux que sur les côtés des hanches, on sente la vibration des médiums. Je vais pouvoir aussi, comme si on était en 360, en fait, créer cet aspect sensoriel avec la personne. Voilà. Alors qu'on peut retrouver, ce qui est intéressant, c'est en protocole, quand j'ai travaillé sur le CRPS, en fait, avec la schizophrénie, il peut y avoir des altérations au niveau sensoriel, au niveau psychomoteur. On avait trouvé, voilà, avec les JD, on réussissait, par exemple, une personne qui a du mal à appréhender, soit par des injonctions, en fait, rythmiques, dès qu'on lui mettait le gilet, en fait, et qu'on envoyait des séquences sensorielles dans le gilet, on s'apercevait, là où il avait du mal à poser sa voix, en fait, sur une chanson, dès qu'on lui mettait le gilet, il reposait au tempo parce qu'il sentait dans son corps l'éclatement, en fait, de la musique et il arrivait à caler sa voix directement sur ces séquences. Alors, je m'égare un peu, hein, je vais faire attention, tu me dis, Pierre, si je m'égare, parce que j'ai beaucoup de choses. Alors, l'un des principaux apports de la MAODC réside dans la capacité du patient à interagir directement avec la musique sans nécessiter l'apprentissage, que j'ai expliqué. Et en fait, j'en reviens sur la stimulation cognitive et émotionnelle. L'interaction musicale via la MAODC active plusieurs circuits cérébraux impliqués dans la régulation émotionnelle et cognitive. Ça, je l'ai tiré en fait d'une étude de Kolsch de 2014 qui effectivement s'aperçoit que la pratique, en tout cas, l'aspect de la pensée vers la création remodèle, en tout cas, remet en mouvement l'état psychique de la personne, en fait. Il va rechercher peut-être ce qui est altéré, en tout cas, va essayer de redynamiser ce qui peut être altéré, quoi. Par exemple, alors je l'ai vu chez les patients atteints de stress post-traumatique, ce qui était marrant, c'était d'essayer pour eux, en tout cas, ils retravaillent souvent sur des ambiances sonores plutôt que sur le texte, avant même de verbaliser ou d'avoir un discours narratif d'une problématique. Ils vont commencer par essayer de chercher, pas plus tard qu'hier, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'entends des bruits de verre qui se cassent. Donc, on va chercher ce bruit de verre et on travaille avec lui. On dit, voilà, on va essayer de chercher une forme musicale avec ces bruits de verre. Et petit à petit, à partir de la création du morceau, la personne qui était en face commençait un discours narratif en disant, mais oui, parce que je me souviens, quand j'ai eu les premières crises, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une voix qui m'a dit qu'il fallait que je casse la vitre. Hein, et donc, d'un coup, en fait, il y a eu comme un déclic qui a fait que, hop, reverbaliser, relever les scènes. Alors, je fais très attention à ça aussi, de départ anxieux, de parodies. C'est pour ça que je travaille avec des psychologues. Marius qui est avec moi, à chaque fois je fais un rapport avec Marius pour ne pas aller faire attention à ne pas réactiver un état émotionnel critique, mais en tout cas essayer de voir comment on peut être sur cette notion du rétablissement, quoi. Et pour les patients souffrant de troubles anxieux,
me suis aperçu que l'intégration des sons binauraux et des séquences rythmiques modulées favorisait un état de relaxation. Alors c'est pareil, vu que c'est un protocole qui est ultra individualisé, sur plutôt là, ce qu'on va être sur de la musicothérapie passive, je vais travailler le bilan psychomédical avec la personne. Donc, petit à petit, je vais questionner qu'est-ce qui se passe dans la famille, qu'est-ce qui se passe dans son environnement, qu'est-ce qu'il écoutait, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui fait du mal, dans les sons, qu'est-ce qu'il aime. Et en fait, j'arrive facilement à créer avec les patients, parce que je fais travailler en fait ce qu'on appelle un peu les bandes sonores relaxantes. J'aime pas trop utiliser, moi je préfère qu'elles soient très individualisées, donc je préfère les créer directement avec les patients et qui créent en fait cet état en tout cas cette bande sonore passive pour une relaxation. Et c'est pour ça qu'il est intimement et personnellement impliqué lui-même en fait dans cet état de relaxation parce que il a créé avant tout sa piste qui lui convient, qui est sur le moment son vécu émotionnel et qui va pouvoir engendrer voilà une relaxation quoi. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut modifier. Si par exemple l'état aussi de la personne fait qu'à un moment, mais on ne sait pas pourquoi, j'ai vu chez certains patients schizophrènes, il y avait des phases aiguës avec des voix aiguës qui déclenchaient une espèce de gêne, quoi. On le supprime et on remplace par en fait autre chose qui pourra l'amener à cet état de relaxation et à cet état de bien-être. Alors sur l'anxiété, effectivement, j'utilise sur le court séjour 2. Je vais directement dans les chambres des patients et où en fait je joue au chevet, je vais à la rencontre de la personne, je joue carrément cet environnement protecteur. Et c'est des personnes qui ont des grosses crises d'angoisse et on s'est aperçu que on diminuait effectivement les temps d'anxiété et diminuait aussi tout ce qui était le traitement des SOS. Hop, je vais revenir, je crois que ça tourne. Hein. Non, mais tu montres bien, si je puis témoigner, parce que je l'ai vu lors de différents ateliers, en effet, cette facilité d'accès et le fait aussi que les personnes qui participent aux ateliers très rapidement ont un sentiment de capacité de maîtrise aussi par rapport à l'instrumentarium qui est numérique. Et c'est une difficulté que parfois je trouvais présente dans des ateliers plus classiques parce que l'instrument, quand on n'en joue pas, il peut être un peu décevant, on ne sait pas trop comment jouer, ça fait un petit peu de bruit, c'est pas inintéressant, mais c'est une autre voie d'exploration. Donc là, il y a une facilité. Ça ne veut pas dire non plus facilité thérapeutique et tout coule de source, mais ça veut dire qu'il y a une facilité en fait d'accroche et une interface qui est très facile et qui permet, une fois qu'on a un petit peu la maîtrise et qu'on aime la musique, ben, quand on appuie ne serait-ce que sur une touche et qu'on déclenche ce qu'on a envie de déclencher, il y a aussi quand même une valence et une valeur émotionnelle importante. Donc ça, je l'ai expérimenté pour pas mal de personnes. Alors peut-être pour continuer, là, tu expliques bien ce qui est sur un plan technique, je vais le dire comme ça, hein, même si directement lié au thérapeutique constitue une avancée. Et l'autre partie du travail, alors pour revenir un petit peu en arrière si nécessaire, c'est que toujours dans une approche très personnalisée, il y a l'approche maintenant narrative et le songwriting, ce que vous avez développé peut-être un peu plus récemment, mais quand je dis récemment, ça fait quelques années avec Olivier Rabereau et toi-même hein, sur le CRPS, parce que là j'ai souvent vu, alors on l'a vu à l'Acacia, bon, je ne vais pas citer les noms ici, mais une patiente qui était un peu difficile d'accès et qui, à travers cette approche musicale, à travers cette interface et surtout l'écriture d'un morceau, est arrivée à parler de son passé en lien avec l'Algérie, en lien avec son père. Et on n'avait pas vraiment accès à ça lors des entretiens, mais on sentait bien que c'était un nœud chez elle. Et donc le fait de pouvoir, à travers cette musique, déboucher aussi sur du songwriting, qui est encore autre chose, ou une étape de plus. Qui est parti effectivement, c'était la question, hein, qui est parti d'un moment de relaxation que je travaillais avec cette personne et qui m'a dit voilà, non, mais j'aimerais bien qu'on crée une musique un peu orientale. Effectivement, et là on arrive sur aussi la partie psychologie interculturelle qui est très importante en psychiatrie pour moi, en tout cas. Et on a créé avec elle cette partie musicale pour qu'elle puisse se relaxer. Et puis d'un coup, elle a commencé à verbaliser et à dire mais je crois que j'ai envie, alors que non, j'avais vraiment du mal à la porter sur ce côté narratif. Elle dit mais j'ai envie de raconter quelque chose, j'ai quelque chose en fait, cette musique me rappelle quelque chose. Et effectivement, elle parlait de ce moment
qui était un moment intime de sa vie et qui était son premier retour au pays avec son père, en fait. Et qui pouvait expliquer aussi des suites en tout cas sur sa pathologie, quoi. Et donc, il a raconté tout ce voyage un temps jusqu'à l'arrivée, jusqu'à se reconnecter avec son identité. À travers l'interface. À travers l'interface. L'univers de toute musique orientale, tu touches quelque chose de personnel chez elle, mais à partir de là, elle écrit. Le songwriting, c'est quoi ce truc? Le songwriting, c'est quoi? Ça consiste à accompagner le patient dans l'écriture et la mise en musique d'un texte reflétant son vécu et ses émotions. Ce processus suit une approche structurée où le thérapeute agit comme un facilitateur en soutenant l'expression personnelle et la mise en forme du récit musical. Donc c'est vraiment un protocole narratif, c'est-à-dire on part de... Alors moi, parce que j'ai effectivement été artiste professionnel et j'ai vu par ma pratique personnelle, j'étais plutôt artiste engagé, qu'est-ce que je voulais faire passer comme message, en tout cas sur mon état émotionnel, mes valeurs, mes positionnements, et de me dire, mais au final, ce que j'ai vécu là peut servir aussi auprès des patients. En tout cas, des patients qui avaient une difficulté à raconter, à se raconter, à raconter le trouble aussi, ce qui est le plus dur pour accéder. Et donc, j'ai dit, mais on va partir de ce processus-là comme si on était des artistes et on va créer un morceau entier. Un morceau entier qui c'est cette parenthèse de vie qui se passe aussi ici au sein de l'hôpital. Ce moment en suspens, qu'est-ce qu'on a à raconter, qu'est-ce qu'on a à dire, et aussi en même temps de pouvoir faire un pas de côté sur les symptômes, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué au-delà des symptômes, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui amène en fait à cet arrêt un peu de vie, à ce moment en hôpital. Et tu vas peut-être pouvoir en parler ici, parce qu'on va devoir déjà tout doucement clôturer pour avoir un petit peu de temps pour les questions, mais je pense que ça fait le lien, tout ce que tu viens de dire, avec une illustration clinique. Tu voulais parler d'une patiente, voilà, que tu peux nous présenter succinctement, que tu as renommé Yael, hein, c'est pas son prénom, mais voilà. Et ben voilà, on t'écoute sur ce cas clinique, je pense qu'il peut illustrer à la fois cette approche, encore une fois, de MAO2C et puis de pratique narrative à travers le songwriting. Yael est une jeune femme de 25 ans qui a un antécédent psychiatrique lourd, marqué par un trouble de la personnalité borderline, un trouble sévère de l'attachement. Elle a été hospitalisée après une IMV qui était répétée, c'était pas la première fois. Elle avait déjà 25 ans, en tout cas un parcours en psychiatrie qui était assez important. Ça faisait 4 ans qu'elle était à peu près en errance, en tout cas sur plusieurs services psychiatriques. Elle arrivait donc, suite à cet épisode suicidaire, qui n'était pas le premier, elle présentait une défiance vis-à-vis des soignants, qui était très limitant dans son engagement thérapeutique. Elle avait une rigidité psychique refusant toute modification de son traitement. Ça, c'était un point qu'elle mettait où on avait du mal à essayer, en tout cas, d'essayer des nouveaux protocoles avec l'équipe sur ses soins et sur le traitement. Et surtout, elle était dans une urne très importante avec une détresse émotionnelle excessive et exprimée par des états d'angoisse, de dévalorisation constante. Et donc, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pu réaliser comme travail? Je suis parti sur l'idée d'un protocole qui existait déjà, qui était plutôt le protocole sur le photolangage, où on a des photos devant nous et où on doit raconter à chaque image ce qu'on ressent. Essayer en tout cas d'apporter. Je me suis dit, ça, c'est pour Yael, c'est très compliqué. On va plutôt partir sur l'idée du même principe, mais essayer d'arriver juste à ce qu'elle verbalise des mots. Donc, on est parti sur un nuage de mots, où je disais à chaque séance, mais dis-moi des mots, qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'on avait vraiment du mal à rentrer en contact avec elle. Où on a construit tout ce nuage de mots. À partir du nuage de mots, j'ai commencé à lui dire, mais est-ce qu'on peut, à partir de ce mot, essayer de créer une phrase? Donc, elle a commencé à créer un nombre de phrases que j'écrivais au fur et à mesure. Et puis petit à petit des séances, parce qu'on arrivait quand même à communiquer, je lui ai dit, mais peut-être qu'on pourrait essayer, avec ces nuages, un jeu de ping-pong. Tu dis une phrase, je dis une phrase, et je te réponds. Et donc, on a commencé à avoir un discours narratif qui était
sur ce support créatif, mais qui rentrait pas en conflit direct, en tout cas, qui n'était pas frontal pour elle, quoi. J'ai essayé de détourner à chaque C'est fois. une bonne illustration, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'espace transitionnel, ça. Il y a un espace de jeu où des choses vont pouvoir se passer qui sont en dehors de l'enjeu principal sur lequel elle est bloquée. Tu mets un peu de jeu dans la relation, tu mets du jeu au sens très concret du terme, voilà, et parce qu'on utilise des mots, on utilise des phrases, et puis la musique viendra, ça je sais pas comment, elle est venue après la musique, parce que là c'est que des mots. C'est que des mots. Et donc, petit à petit, on a commencé à jouer à ce ping-pong de phrases où elle me parlait, et je répondais, mais vraiment sur un aspect créatif. On ne rentrait pas directement sur le questionnement de la personne. Et puis après, je lui ai dit, ben voilà, elle aimait le slam, heureusement pour moi. Donc, je lui ai dit, ben, est-ce qu'on pourrait s'amuser? On pourrait s'amuser à essayer de mettre une musique, de faire ce même jeu de ping-pong autour d'une musique. Tiens, qu'est-ce que tu aimes comme musique? Donc, elle a commencé à chercher avec le clavier, elle a essayé de chercher les pianos au début, donc on commençait avec les pianos, et puis on disait des phrases à tour de rôle, et puis je lui ai dit, mais peut-être qu'on peut augmenter, on a des phrases, on va dire un bloc de mots chacun. Et en fait, entre chaque création, il commençait à y avoir un recul en fait de Yel qui me disait ah oui mais parce que j'ai écrit ça parce que je me souviens et d'un coup elle rentrait en fait vraiment sur se raconter elle-même en fait au-delà de ce discours narratif qui était artistique d'un coup elle rentrait vraiment sur pourquoi j'ai dit ça en fait Elle se surprenait un peu elle-même à dire des choses c'est finalement ça d'elle-même aussi. qu'est-ce qui s'était passé alors c'était quand même une jeune fille, je vais revenir, qui a été traitée en électrochoc, kétamine, Thérapie, oui, qui a eu voilà, beaucoup de traitements différents. différent, qui était très abîmée, même au niveau, voilà, il y avait au niveau psychomoteur, des gestes incontrôlés, au niveau du visage, du faciès, qui était compliqué. Et même dès qu'elle rentrait en fait sur ce jeu, je m'étais aperçu que ces tics, en fait, au niveau du visage, disparaissaient. Elle se concentrait en fait sur un aspect créatif et donc on voyait moins ces espèces de mimiques, de crispation qui étaient sur le visage. Et elle me disait, mais il y a quelque chose qui se passe, et même sur le côté détendu, c'était très. Voilà, le visage se détendait, elle arrivait à pouvoir petit à petit, je pense, en tout cas, aller toucher une intériorité qui la calmait. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, je suis désolé, hein, je te presse un petit peu, peut-être plus en conclusion de cette situation clinique, et comme ça, on aura quand même un petit peu de temps. On aura un petit quart d'heure pour les questions. Eh bien, on a été, pour moi, c'est effectivement ce jeu-là du songwriting, c'est essayer d'utiliser aussi cet aspect cathartique des choses, quoi. On va essayer de rejouer les choses de manière différente. On va aller chercher qu'est-ce qui se passe, c'est par cette création qui va être moins frontale, en fait, avec la personne. Essayer petit à petit de construire ce pas de côté narratif sur pourquoi j'en suis là, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Et en tout cas, sur cette question du rétablissement, on a travaillé énormément sur cette question-là. C'est au final, qu'est-ce qui essayer de renforcer l'expression émotionnelle et de reprendre une dynamique positive pour retrouver confiance en fait dans la création, quoi. Et c'était ça le plus important pour Yel, c'était cette part de confiance en elle qui avait bon, elle avait subi des problématiques d'harcèlement scolaire qui avaient été voilà, traumatisantes pour elle, mais en tout cas elle s'est dévalorisée sans arrêt. Elle a retrouvé petit à petit dans cette question aussi qu'apporte la MAO, c'est-à-dire parce que très vite on fait du beau en fait avec la MAO. Vu qu'il y a des musiques qui sont très entraînantes, elle retrouvait en elle cette question du beau qui était qui était sa propre beauté intérieure qu'elle pouvait mettre à vue des autres et retrouver de dire ben oui c'est moi qui viens de faire ce beau, c'est moi qui viens de créer tout ça quoi. Parce que dans la projection, il y a quelque chose de l'ordre de son intériorité qui est peut-être un peu négatif, il faut le dire, dans l'écriture, donc dans ce qu'elle produit. Mais ce qu'elle produit est beau, et en retour, on pourrait dire qu'il y a presque une projection de ce qu'elle produit vers son intériorité, où elle retrouve un petit peu de confiance en elle, c'est-à-dire ben, finalement, c'est beau aussi ce que je fais, et donc c'est moi qui suis belle en quelque sorte. C'est ça. Aussi, une partie de moi en tout cas. Je suis désolé, hein, je t'ai pressé un petit peu, Cisco, peut-être qu'on a voulu dire trop de choses, mais on a amené différents éléments et puis un peu de clinique, et je voulais quand même laisser du temps, tant mieux s'il y a un petit peu de frustration, parce que c'est toujours l'occasion d'en reparler à d'autres occasions, mais du temps, et on a un quart d'heure là pour quelques questions et discussions avec vous autour de la table, et aussi avec les personnes connectées.
Et d'ailleurs, je peux ouvrir vos micros, je vais le faire. Comme ça, vous pouvez, si vous allumez vos micros, par contre, hein, moi, je vous autorise. Et ensuite, c'est à vous d'ouvrir votre micro pour poser d'éventuelles questions. S'il n'y a pas de questions, Cisco, il peut parler encore pendant des heures et des heures. Voilà, vos micros sont ouverts de mon côté, donc vous pouvez, si vous activez vos micros, poser directement des questions. Cisco, tu parles de relations, dans ton discours, plus ou moins j'ai entendu une relation duel. Est-ce que ça t'arrive de travailler sur du collectif par la MAO ou c'est pas indiqué? Je travaille sur du collectif. Alors, c'est un peu plus compliqué sur le collectif. Avec les capteurs, oui, c'est possible. Parce que je peux donner, par exemple, on va travailler sur la musicothérapie traditionnelle, on va dire, je vais distribuer des percussions, par exemple, sur un travail rythmique. En fait, je peux faire la même chose avec des objets connectés. Et par contre, je détermine quels sons je vais donner. Donc, on travaille, en fait, aussi ce côté cognitif, sur la concentration sur le rythme, sur l'écoute de l'autre. Et on l'a déjà fait avec les squatteurs, où les personnes viennent, on enregistre bout par bout, en collectif. On arrive à le faire, des morceaux collectifs comme ça, avec les squatteurs, où c'est une création, une composition musicale de tout le monde, en fait. Alors après, effectivement, sur le protocole songwriting, mais même si j'ai utilisé dans les deux formes, en groupe et individuel, je, je trouve que c'est très efficace en relation de duel, quoi, en individuel. Quoi. Cela étant, par exemple, pour le songwriting, puisque pour les squatteurs, il y a eu ce travail sur la thématique Oui. Deviens ce que tu es, chaque participant avait la même consigne qu'il travaillait individuellement. Et puis, il y a un temps, c'est à la fois du travail individuel et du travail du groupe, puisqu'il y avait la mise en commun des textes et l'articulation des textes sur la même thématique, mais qui peut se travailler qu'individuellement. Enfin, je pense, même si on a essayé quelques ateliers où on écrivait dans son coin, puis on se retrouve, mais parfois c'est plus simple d'être seul avec l'art thérapeute, le psychothérapeute pour avancer dans le processus. Du coup, c'est du travail individuel dans le collectif. Oui, oui. Plus que du collectif. Oui. C'est vraiment avec un groupe. Alors, Olivier, bon, qui aurait pu en parler aussi, lui a fait, d'ailleurs Patrice aussi, tu peux en parler, il y a aussi un autre type de travail qu'on peut faire, peut-être un petit peu moins, franchement moins du côté du songwriting, mais qui est porteur au niveau de la musicothérapie d'emblée de groupe. Je pense qu'au CPJ aussi, Jean-François Lamy travaillait comme ça, Sophie Autrey, je ne sais pas si elle travaillait comme ça aussi, mais je pense qu'elle avait un groupe, et Hélène, Malfoy aussi peut-être travaille comme ça, c'est-à-dire avec un groupe de personnes. C'est une approche après qu'on fait nous aussi un peu plus classique, indépendamment de ce que tu fais Cisco, c'est-à-dire que la médiation effectivement sert de support et on essaie de mettre des mots, MOTS sur des mots, MAX, c'est-à-dire qu'on essaie à travers la musique de faire remonter des paroles, des souffrances, du bonheur, voilà, et que chacun à travers leurs termes arrive à trouver un mieux-être. Moi, je pense que c'est plutôt mon positionnement en tant que musicothérapeute, c'est d'être un collecteur de paroles, en tout cas de narration, qui va être traduit. Alors, j'avais bien travaillé avec Marius, c'est toujours pareil. Je pense que c'est très important ce lien en pluridisciplinaire et avec un psychologue pour vraiment, en tout cas ma posture, je ne suis pas psychologue. Je suis Psychologue et thérapeute. l'équipe, je crois, généralement, mais aussi. il y a la spécificité du ou de la psychologue, mais je pense que... Retirer aussi de l'information, oui, sur l'équipe, mais voilà, si on est sur ce travail thérapeutique, en tout cas, voilà, c'est un ensemble, je viens collecter des informations, en tout cas, je viens faciliter aussi une narration et qui doit apporter, enfin, en tout cas, en tant que facilitateur, à l'équipe d'être plus à l'aise, ou en tout cas, une confiance thérapeutique entre l'usager et l'équipe et les soignants, la vision, essayer de changer ces visions de peur ou de méfiance qui existent, qui peut exister hein, quand les personnes qu'on reçoit, il y en a certaines mais qui arrivent dans cet environnement qui est comme clos et qui est partagé avec d'autres personnes sans qu'on en ait envie. C'est comment on va créer en fait voilà cette confiance de verbaliser et quelque part ce bien-être social en tout cas qu'on recrée. Ouais.
c'est peut-être justement cette expérience, du coup, comme on se confronte à des peurs et en même temps que ces peurs, finalement, elles se transforment dans la manière où les choses sont bordées. C'est là où aussi ça a un impact, ce que vous parliez tout à l'heure, au niveau psychosocial, enfin au niveau aussi des encadrants. Oui, dans ce que vous dites, je vois deux choses. Il y a le fait que, je reviens à l'espace transitionnel, il protège aussi, parce que quand il y a une médiation, c'est moins confrontant, et en même temps, ça peut être très fort, mais ça borde, ça borde l'expression de ce qui peut être douloureux, de ce qui peut être réparé, donc la peur se transforme. Et puis, quand il y a du groupe, moi, je trouve que, puisque je pratique encore un peu la remédiation cognitive au niveau social, et j'ai souvent trouvé qu'au sein d'un groupe de musique, il y a pas de meilleur travail sur la cognition sociale, parce qu'on est obligé d'écouter l'autre, d'être au diapason de l'autre, de plusieurs autres au sein du groupe, et même parfois, il y a des questions aussi d'ego. Il faut accepter que l'autre puisse avoir une intention musicale qui va surpasser la sienne propre, etc., puisqu'il y a un équilibre, qui va chanter à quel moment. Donc, on travaille aussi indirectement sur la cognition sociale. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi dans ces groupes auxquels j'ai Ouais, participé. c'est canaliser des symptômes aussi. Quand on travaille en groupe, j'ai fait certains groupes où il y a ces injonctions qui arrivent. Et l'usager doit vraiment se concentrer, essayer de mettre à distance, en tout cas pour le moment du travail. Je pense à une personne en particulier qu'on a dans les squatteurs qui arrive, qui au début des squatteurs ne pouvait tenir que par phase de un quart d'heure. Un quart d'heure, injonction, hop, je pars, je reviens quand je suis calmé, peut-être je reviens pas. Mais là, elle est capable de tenir 4 heures aujourd'hui. Donc, c'est qu'il y a eu un travail, en tout cas, de rééducation qui peut être sous-jacent sur ce point-là, parce qu'elle arrive à canaliser, en fait, ses symptômes pendant ce temps de travail. Moi, ce que j'ai vu personnellement auprès des squatteurs du blues, bon, je connaissais les patients, certains, je les avais eus dans les services, ils étaient vraiment loin de nous. Et ce qui me touche le plus, c'est de les voir aussi adaptés à l'extérieur et comme ils s'ouvrent aux autres. On le voit même dans leur gestuelle maintenant, quand ils se produisent, ils sont différents. Et puis, ils abordent les personnes. Ils arrivent à être plus à l'aise, à faire de l'humour quand ils sont au micro, à présenter leurs copains, enfin les musiciens qui sont avec eux. Enfin, il y a tout un système qui fait. Mais alors ça a évolué au fil du temps. Et c'est un travail en tout cas pour eux, d'auto-déstigmatisation qui est extraordinaire, quoi. Mais ils arrivent à, effectivement, aujourd'hui, à verbaliser autour de leurs symptômes, tous, mais quand même, quoi. Par exemple, sur le jour où on était à Sauveterre, il y a un patient, je connais bien ça, je le connais très bien, et il s'est retrouvé au milieu de la foule d'un côté, et c'était le temps de pause, et les squatteurs étaient de l'autre. Alors je le vois debout, et je me dis, il va pas pouvoir circuler. Et puis il me voit, il vient vers moi, il me dit, tu peux m'accompagner pour traverser, parce que pour lui, c'était difficile. Mais je me suis dit, il est venu te chercher quand même. Il a eu, alors qu'il aurait pu très bien rester là pendant un moment, mais là, il se disait, il faut que j'aille là-bas, mais je ne peux pas traverser. Mais c'était sympathique parce que je me suis dit, il a fait des progrès, parce qu'il serait resté dans son coin, quoi. Il n'aurait pas eu le temps d'aborder les gens, et puis bon, il est passé au milieu de tout le monde, sans souci. Voilà. Comme quoi l'espace transitionnel peut s'intérioriser. Oui, tout à fait. Et donner du coup plus d'autonomie. D'autonomie. Et ça, moi, vraiment, c'est une valeur que j'ai vraiment reconnue au niveau du groupe. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre question des personnes connectées? Je vois qu'il y a l'équipe du CRPS. Vous pouvez oser poser la question que vous n'avez jamais osé poser. Je vois que Sébastien est connecté, mais peut-être avec son équipe aussi. À l'hôpital Jour Saint-François et à Espagne. N'hésitez pas. Ou un témoignage, ce n'est pas forcément une question. Oui. Voilà. CRPS, lève la main, très bien. Et dans ce cas-là, l'équipe du CRPS, vous pouvez activer votre micro. Vas-y, c'est fait. C'est fait. Bonjour. Oui, c'est Eric. Eric. Bonjour.
Moi, je voudrais savoir, le travail en musicothérapie, il démarre tout le temps, enfin, fréquemment sur le texte en premier, avant la musique, ou ça peut être fait dans les deux sens? On peut démarrer de suite sur une musique de travail Je pense avec qu'il la... il démarre déjà par un bilan psychomusical. C'est-à-dire, on va parler de musique avec l'usager. Avant même de commencer, c'est essayer de comprendre l'environnement sonore et D'accord. musical de la personne, quoi. Et, euh, et effectivement, il n'y a pas d'ordre. On peut commencer par la musique et on peut aussi commencer par le texte. Ça va dépendre vraiment de l'envie de l'usager, en fait. Ce que tu fais avec Yel, par exemple, c'est d'abord du travail de texte. Et C'est la musique, d'abord avec elle, c'était d'abord du texte, effectivement, quoi. D'accord. Effectivement, on a commencé par le texte et on est arrivé par ce travail autour de la musique. Et chez d'autres usagers, ils vont préférer, eux, effectivement, d'abord commencer à construire l'environnement sonore pour après construire un propos narratif, quoi. Cela étant, c'est une bonne question. Merci pour cette question, Eric, parce que c'est vrai que ça, c'est l'approche de Cisco qui associe, et Olivier aussi, qui Oui, associe le songwriting à l'approche musicothérapeutique. Quand il n'y a pas de songwriting et moins de texte écrit, c'est peut-être un peu différent. Le point quand même, c'est quand même le bilan musical. C'est ça, Alors, le le paillesse, oui, le bilan psychomusical qu'il faut faire. musical, qui est quand même toujours intéressant à explorer aussi, enfin à réaliser, quoi. Oui. Ça, c'est le point de départ. Sur l'identité sonore, ça, c'est un travail qui a été fait par Benezon de l'école Palo Alto, et qui est très intéressant, Identité sonore. voilà, qui détermine en fait effectivement notre en tout cas une partie de la personne vis-à-vis de tout l'environnement sonore qui l'entoure. D'accord. Effectivement, si je donne un exemple, si on a une personne qui vit en ville, elle va avoir, en tout cas dans son processus psychique, elle va pas avoir peut-être le même qu'une personne qui vit à la campagne avec un son et qui est différent. Et on va interroger effectivement tout ce patrimoine sonore de la personne. D'accord. Oui, oui, parce que enfin, moi, je ressens aussi personnellement, si j'avais besoin d'utiliser la musique pour moi personnellement, je sais que j'utilise beaucoup plus la musique dans un premier temps et après peut-être les textes. Et c'est vrai que bon, je pense qu'on a chacun nos facilités par rapport à ça, quoi. On a certaines choses qui nous attirent plus que d'autres. Pour moi, la musique est un dialogue, hein. La musique induit un dialogue, quoi qu'il en soit, quoi. Même si elle est instrumentale, elle induit un dialogue, quoi qu'il en soit, quoi. Bien sûr. Merci. On a une question du CMP d'Espagnol, l'équipe du CMP d'Espagnol. Quels sont les critères d'inclusion à la musicothérapie? C'est une bonne question, ça revient souvent. C'est les indications, contre-indications, critères d'inclusion. C'est peut-être encore un peu différent que les indications. Les indications, là, c'est dur. Pour moi, il n'y a pas. C'est dur pour toi parce que je me permets de dire, j'ai l'impression que pour toi, il y aura jamais de critères d'exclusion parce que tu vas toujours aller. Voilà, c'est ce que j'allais commencer. Pour moi, il Je pense que n'y aura pas de ça contre-indication. dépend du cadre, de la façon dont le musicothérapeute pose le cadre aussi. Si c'est un musicothérapeute qui reçoit en libéral, ce sera différent que toi qui vas dans les services et qui va aller jusqu'à chercher. Je me souviens de l'expérience que tu avais essayé de mener, je peux citer son prénom, avec Valentin Lacassia, où tu étais allé le chercher en chambre. Bon, on n'a pas réitéré l'expérience, mais ça n'avait pas trop mal marché, où il fallait, avec les moyens que tu avais, le chercher. Et patient quand même extrêmement difficile en termes de communication et d'interaction. Mais pardon, je ne veux pas répondre à ta place. C'était Oui, un peu après, en je fait, reprends, mais ça dépend aussi de chaque musicothérapeute. Je pense que le musicothérapeute, il fait effectivement avec ses compétences ses compétences théoriques, mais avant tout, il va faire avec ses compétences humaines, en fait. C'est le cadre, là où il va se sentir à l'aise. Je sais que moi, j'ai pas de cadre, en fait. Quand je dis cadre, j'ai un cadre, mais qui n'est pas un cadre. Pour moi, c'est un cadre. si on se retrouve à l'extérieur du service, je fais de la musicothérapie quand je vais à l'extérieur, dans le jardin. On va dire que tu n'as pas de cadre géographique. Non. On pourrait dire utiliser d'autres qualificatifs, mais tu as toujours quand même un cap et une. J'ai un cadre, mais Sur moi. en tout cas, non, le cadre, quand je dis le cadre, c'est le cadre
spatio-temporel. Spatio-temporel, oui, oui, c'est bien comme. Moi, je pense que c'est le premier, c'est la rencontre. Oui, Enfin, c'est le premier lieu pour moi. C'est important. Voilà, c'est la rencontre avec la personne et puis après, tu t'adaptes. Si on peut amener un peu de théorie, vite fait, ça me fait penser à Léger, enfin, le cadre thérapeutique, mais où on s'adapte à la personne, où il n'y a pas de lieu géographique, mais du coup, on fait avec ce qu'on a. Mais vous savez exactement comment vous allez intervenir, ce que vous allez pouvoir faire, ne pas faire. Peut-être que c'est pas formalisé, mais Oui, c'est ça. c'est concret. C'est plutôt voilà, disciplinaire aussi. Moi, j'interviens sous la subordination, effectivement, de médecins, même de psychologues. On me dit, voilà, je pense, Cisco, est-ce que tu peux essayer d'aller voir cette personne? Est-ce qu'il y a ce travail qui est possible? Est-ce que, voilà, on me pose aussi des cadres, en tout cas dans ce non-cadre temporel, on me pose quand même un cadre de soins et en tout cas des protocoles d'aller chercher les personnes, quoi. Je pense que l'indication ou la contre-indication, je fais souvent attention, en tout cas à l'équipe, quoi. Ce que me dit l'équipe, et ce que me dit voilà, les subordonnés, les médecins et les psychologues, quoi. Bon, je vais devoir, on va clôturer là. En tout cas, merci pour votre participation ici et puis votre participation aussi pour les personnes qui étaient connectées. Je rappelle que ce sera possible aussi de revoir le tout en visio, en replay avec le lien qu'on verra à Miss Arnal. Et donc, merci. Et puis, n'oublions pas le prochain forum, ce sera l'équipe mobile psychiatrie précarité qui viendra. Et c'est dans un mois exactement, je crois. C'est le mardi, dans un mois. Voilà, bon après-midi. Bon après-midi.